vous souhaite la bienvenue. Je suis Benoît Pélopidas, je suis votre hôte ce soir. Bienvenue à la présentation et discussion francophone du World Nuclear Industry Status Report, le rapport annuel coordonné par Michael Schneider sur l'état de l'industrie nucléaire dans le monde. Ce soir, on va avoir 5 auteurs du rapport qui vont le présenter et il sera discuté par un docteur Valérie Arnold que je vais vous présenter dans une seconde. Encore une fois, moi, donc je suis Benoît Pélopidas, je suis le fondateur et directeur du programme d'études des savoirs nucléaires au CERI à Sciences Po, qui est le premier programme de recherche académique sur les questions nucléaires, qui est complètement indépendant et transparent sur ses sources de financement. Et je veux dire par là que nous refusons tout financement qui viendrait soit d'activistes antinucléaires, soit de ministères de la Défense, soit de producteurs de l'arsenal pour éviter que des conflits d'intérêts n'influent sur la production de connaissances. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage sur le programme, je vous invite à m'envoyer un email, benoît.pelopidas@sciencespo.fr, ou alors à nous suivre sur Twitter, @n_knowledges avec un S. Et donc, juste pour que vous voyez le rapport, c'est que évidemment, il y a une analogie entre cet effort d'indépendance et l'effort des auteurs du rapport qu'on présente ce soir et qu'on reçoit ce soir, précisément par leur souci d'indépendance et leur souci d'une analyse détachée en fait de la rhétorique officielle, et donc un souci de validation du discours plutôt que de paraphrase ou de communication para-institutionnelle. Et c'est un plaisir particulier pour moi d'être, entre guillemets, maître de cérémonie ce soir, parce que c'est la 5e fois, c'est la 5e année de suite que Michael et son équipe nous font le plaisir et l'honneur de présenter les résultats de l'année à Sciences Po. Et c'est toujours un grand plaisir de les recevoir et d'avoir la primeur de l'avancée de ce travail qui est vraiment important et qui fait référence. Juste la dernière chose que je voulais vous dire sur le déroulé de cette soirée, elle va se passer en 3 temps. D'abord, dans un premier temps qui devrait durer à peu près 1 heure, les 5 auteurs du rapport, à commencer par son coordinateur Michael Schneider, vont le présenter. Puis Valérie Arnold, qui est tout récemment docteur en sociologie sur les questions proches de ce dont elle va parler, et maintenant assistant professor à l'EM Lyon, va présenter une discussion qui lui est propre, je dois dire, vous serez surpris. Et l'idée, c'est qu'après la discussion de Valérie, on ouvrira le débat à la salle, et là, ce sera le moment précisément d'indiquer que vous voulez poser une question, et je vous donnerai la parole les uns après les autres. Dans la mesure où la présentation de ce soir va vous indiquer en détail les qualifications propres de chacun des orateurs, je vais les laisser se présenter eux-mêmes, et je vais donner d'emblée, sans plus attendre, la parole à Michael Schneider, en le remerciant encore d'être venu présenter le rapport cette année à Sciences Po. Michael. Merci beaucoup, Benoît. C'est vrai que ça aurait été plus plaisant de faire ça finalement en présentiel. Donc voilà, je suis content qu'on a aujourd'hui, on est à 5 de présenter, et de Vancouver, donc tout à l'ouest, jusqu'au nord le grand nord de l'Angleterre, Londres, et puis 3 en région parisienne. C'est le VNISR, donc le World Nuclear Industry Status Report 2021, c'est la 14e édition depuis 2007 que je coordonne. Et puis depuis 2012, je suis également l'éditeur de l'ouvrage. Alors l'année 2021 a vu travailler en équipe très expert de 7 pays, vraiment une équipe non seulement internationale, mais aussi interdisciplinaire, qui travaille sur
une analyse multi-indicateur. Et il y aura des slides biographiques pour chaque intervenant. Donc, on va vous mettre à disposition la présentation PowerPoint après. Donc, on ne perdra pas beaucoup de temps pour présenter les gens. Alors voilà, le premier indicateur, c'est la production d'électricité nucléaire. Et puis, on voit cette montée jusqu'au maximum 2006. On voit l'effet Fukushima et puis une remontée jusqu'à l'année 2019. Et puis, une baisse assez spectaculaire de près de 4% en 2020. Et c'est comme on voit la première fois depuis 2012 qu'il y a une baisse. Et puis, c'est une baisse très significative de plus de 100 TWh. Pour fixer les ordres de grandeur, il n'y a que 5 pays dans le monde qui produisent plus que 100 TWh d'électricité nucléaire dans l'année. Donc, c'est vraiment une baisse assez significative. Et puis, si on prolonge, les premières indications qu'on a, c'est que probablement en 2021, la production n'aura pas atteint le niveau de 2019. Et puis, selon l'Agence internationale de l'énergie, les premières estimations sont que la part du nucléaire dans le mix électrique, qui a eu son maximum en 1996 avec environ 17,5%, est baissé pour la première fois depuis le début des années 80 en dessous de la barre des 10%. Donc en 2021. Ça reste à être confirmé dans les mois qui viennent. Si on regarde la part de la Chine dans la production, c'est assez évident qu'elle a surtout, depuis une dizaine d'années, pris une part très importante. Si on regarde en dehors de la Chine, la production nucléaire a baissé de plus de 5%, et puis c'est le niveau le plus bas, donc en dehors de la Chine, depuis 1995. Si on regarde les mises en service et les fermetures, nous comptons les mises en service à partir du moment de la connexion au réseau, et puis les fermetures le jour de la dernière production d'électricité. Nous avons vu en 2021 six démarrages de réacteurs, dans la moitié en Chine, et puis un au Pakistan construit par l'industrie chinoise, et puis un démarrage en Inde et un aux Émirats arabes. Au niveau des fermetures, nous avons vu le plus grand nombre de fermetures depuis l'année de Fukushima, l'année de 2011. En fait, il y en a 8 qui ont été déconnectés du réseau en 2021, auxquels s'ajoutent 2 réacteurs au Royaume-Uni qui n'ont pas produit d'électricité depuis 2018. Donc, nous avons rallongé la barre de 2018 et ils ne sont pas comptés sur l'année 2021. Par ailleurs, juste une indication, nous avons aussi un chapitre sur les questions de démantèlement. Nous avons, avec l'ensemble des réacteurs arrêtés en 2021, maintenant pour la première fois atteint un total de réacteurs hors service, donc à démanteler au-delà de 200, avec 202 unités, sur lesquelles seulement une vingtaine ont été démantelées techniquement entièrement, et puis à peu près la moitié sur le point qu'on appelle Greenfield. Si on regarde les mises en service hors
Chine, on voit qu'en fait, il ne s'est pas passé beaucoup de choses ces dernières années. Et en fait, les arrêts de tranches ont pris le dessus. Si on regarde sur les années 2011 à 2021, on a eu exactement 69 démarrages et 69 fermetures dans le monde. Mais sur les démarrages, il y a eu 40 démarrages en Chine sur les 11 ans, donc 58%, et aucune fermeture. Donc, le bilan net hors Chine sur ces années-là, 2011 à 2021, est de 29 démarrages et 69 fermetures, soit un déclin de 40 unités en dehors de la Chine. Si on regarde les réacteurs en fonctionnement et la capacité installée, c'est l'image que vous connaissez, qui connaissent le rapport, la montée jusqu'à la fin des années 80, le plateau jusqu'aux événements de Fukushima, puis une légère remontée ces dernières années. On a eu un réacteur de plus en fin d'année 2021, comparé à l'année précédente, mais ça reste quand même bien loin des 438 réacteurs qu'on avait déjà 20 ans auparavant. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que après une remontée sans arrêt, nous avons vu pour la première fois, excusez-moi, une très légère baisse de la capacité en fonctionnement. Les réacteurs en construction, la montagne des années, autour de l'année 80, fin des années 70, début des années 80, le très bas niveau entre 95 et 2005, puis une remontée jusqu'en 2013, jusqu'à 69. Et aujourd'hui, on a 55 réacteurs qui sont comptés en construction, sachant que sur ces réacteurs, il y a un démarrage de construction sur 8 qui n'a pas abouti à la connexion au réseau. Qui construit, pas de surprise ici, c'est vraiment la Chine qui domine avec 20 réacteurs sur les 55 et l'Inde avec 8. Donc les deux pays ensemble font plus de la moitié des réacteurs en construction dans le monde. Autre phénomène, on est maintenant à une trentaine de tranches qu'on peut documenter comme en retard par rapport au planning. C'est une liste en fait qui augmente aussi. Souvent, les délais, non seulement il y a des réacteurs qui sont en décalage par rapport aux prévisions, mais les retards souvent s'aggravent au fur et à mesure. Si on regarde l'indicateur des débuts de construction, donc pour rappel, techniquement, c'est le début du bétonnage du ciment pour les fondations des bâtiments réacteurs. On voit le pic de 44 en 1976. On voit ce très faible niveau de début de construction entre 1990 et 2005. Et puis une montée importante jusqu'en 2010, toujours avec l'importance dominante de la Chine. On peut aussi se poser la question si la Chine redémarre plus de construction que ce qu'on avait vu dans les 10 ans auparavant, avec un effet Fukushima très important dans le pays. Donc, on a vu 6 démarrages de construction en Chine en 2021.
Si on regarde hors Chine, nous avons le même type de phénomène avec un niveau très bas de développement dans les autres pays du monde. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces 4 réacteurs hors Chine sont tous construits par l'industrie russe, dont 2 en Inde et puis 1 en Turquie et puis 1 en Russie. Et puis d'ailleurs, sur les 6 réacteurs chinois, il y en a 2 qui sont également construits par l'industrie russe. Donc ça donne un peu l'image de l'état des projets et des constructions sur le terrain dans le monde, à savoir que la Chine construit chez elle et la Russie construit à l'étranger. En dehors de ça, il ne se passe quasiment rien dans le monde. S'il n'y a pas de construction, l'âge moyen des réacteurs et des flottes de réacteurs, des parcs, augmente. Donc, nous avons vu depuis pratiquement le début une augmentation de l'âge de la flotte mondiale. Le seul pays qui reste en dessous de 10 ans, c'est la Chine. La Corée, autour de 20 ans. La Russie, c'est en fait le seul pays qui a baissé l'âge moyen depuis 4 ans, essentiellement en arrêtant les plus anciennes tranches et puis en mettant un certain nombre de réacteurs, de nouveaux réacteurs en service. La France, aujourd'hui plutôt en haut de l'échelle de l'âge moyen, avec près de 37 ans, et puis les États-Unis qui ont dépassé les 40 ans en moyenne. Maintenant, un petit topo sur la situation française. Nous avons toujours des focus sur un certain nombre de pays dans le rapport annuel. Ça, c'est un peu une actualisation des analyses qui sont dans le rapport. Ce qu'on voit ici, c'est la production nucléaire en France, avec la pointe en 2005, et puis cette baisse spectaculaire en 2020, une augmentation en 2021, et puis des prévisions d'EDF pour 2021 qui pour l'instant, risque d'être encore inférieur au niveau de 2020. Et puis ce qu'on a vu en termes du mix électrique, l'apport du nucléaire a été en 2020 à 67%, ce qui était le niveau le plus bas depuis 1985. Si on regarde par rapport à la capacité installée, on voit que le dernier réacteur qui avait été mis en service en 1999, à partir de là, la capacité est restée quasiment stable jusqu'à l'arrêt des réacteurs de Fessenheim. Mais on voit que les très hauts niveaux de production se résument à peu d'années, avec ce maximum, avec une capacité installée quasiment stable. Donc, ça pose des questions au niveau gestion, au niveau arrêt de tranche. Et puis, on a fait une première analyse de l'année 2021. On a vu pour l'année un arrêt moyen de presque 104 jours par réacteur par an, c'est-à-dire c'est 28,5%. Et ce qui est important de dire là-dessus, c'est que ça, ce sont des arrêts à puissance zéro, c'est-à-dire ça n'inclut pas du tout des baisses de production
des baisses de capacité qui sont très nombreuses à travers l'année. Donc ça, c'est exclusivement la production, le nombre de jours à production zéro. En 2020, ça a été encore plus élevé avec presque 5500 jours d'arrêt, c'est-à-dire 115 jours en moyenne par réacteur, soit 31,5%. Et d'après ce qu'on a vu pour l'année 2022, ça risque de retomber à un niveau qui est encore inférieur au niveau de 2020. Alors, les totaux, c'est une chose. Il est évident que la France a un système électrique problématique puisque la pointe d'hiver, elle a historiquement atteint même dépassé 100 gigawatts, alors que le minimum l'été est souvent autour de 30 gigawatts. Donc ça veut dire qu'on en a besoin particulièrement en hiver. Vous voyez ici dans la zone grise la moyenne de production mensuelle sur les années 2012-2019. On voit dans la courbe mauve l'année 2019, la couleur un peu plus foncée c'est 2020, et puis le bleu 2021. Et ce qu'on voit pour l'année 2021, qu'il est pendant l'été, il y a eu une meilleure productivité. Et puis là où ça s'est gâté, c'est surtout en fin d'année. Et puis en fait, la première année de 2022, le mois de janvier est encore en dessous de ce qu'on avait vu janvier dernier. Et puis on a vécu une journée assez symbolique, le 22 décembre 2021, il y a eu des importations nettes la majeure partie de la journée. Hein. On peut voir il y a très peu d'exportations, mais surtout, il y a eu un pic de 13 gigawatts d'importation. Et en fait, le réseau a été alimenté jusqu'à cette hauteur-là par l'ensemble des pays voisins de France. Ce qui est notable, c'est que plus de 60% de ce pic d'importation provenait d'Allemagne et de Belgique. En début du mois de janvier, vous savez, il y a eu l'effet conjoint de l'annonce du gouvernement français de mettre à disposition des concurrents d'EDF 20 TWh supplémentaires, au-delà des 100 TWh qui sont dans le cadre de la réglementation ARENH. Et puis, en parallèle, EDF a annoncé cette baisse dans les prévisions pour 2022, ce qui a conduit à un plongeon à la bourse de 23% le 14 janvier, mais on voit que depuis, l'action EDF n'a pas vraiment récupéré ses valeurs. À la suite de ça, les agences de notation, Fitch a déjà dégradé, downgraded, baissé la note d'EDF. Et puis les deux autres, Moody's et Standard & Poor's, l'ont annoncé. Je vais passer les deux slides suivants pour y revenir dans les questions et réponses. Et je passe la parole à mon très cher collègue à l'Université de Colombie-Britannique, Ramana. À toi la parole. Avant que Ramana prenne la parole, je vais juste dire aux participants que dans le chat, je vais essayer de vous faire quelque chose comme de la traduction simultanée parce qu'il va s'exprimer en anglais.
Okay. Thank you very much. Shall I start? Fuzzy, go ahead. Yes, please go ahead, Ramana. Thank you. Next slide, please. So, yeah, I think you have introduced me. I'm at the School of Public Policy and Global Affairs at the University of British Columbia. Let me start by pointing out that the situation in the nuclear industries around the world that Michael has laid out in great detail has led the industry to suggest that these problems that they are facing, in particular the high costs, can be solved by developing a new generation of reactors. These are usually called small modular reactors. Sometimes they're also called advanced reactors or generation 4 reactors. They're all slightly different, but I'm going to talk primarily about small modular reactors because there has been a lot of media coverage over these hypothetical designs. There are just a couple of them which have been constructed, and I will talk about them later on. There's been some amount of public funding about these, and there are regulatory agencies around the world which are in charge of safety regulation have been trying to modify their rules to be able to accommodate possible licensing applications from these. And as a result of these, there's been a lot of momentum for companies to try and develop small modular reactors. I'll start with just one example, that is the case of France, where you may have seen that President Macron announced plans for the first small modular reactor by 2030. This particular reactor design called NUARD, I'm not sure if I'm pronouncing it right, is the third small modular reactor design that has been promoted by French companies in the last couple of decades. During the first decade of this century, the former company Areva was promoting something called the NP300 reactor design, small modular reactor design. And then a company, the naval defense company called DCNS was promoting a small modular reactor design called FlexBlue, which was supposed to be a submarine type reactor, which was parked under the ocean and would supply electricity. NUARD itself has been under development since at least 2012, and it's actually a consortium that includes CEA, and a naval group. And it's received about 50 million euros from the French government in terms of support. And as the most recent announcement said, they are promising about $1 billion, €1 billion in support. Now, that number, 1 billion euros, is worth noting because that's roughly the order of magnitude that would be required to translate any paper design of a small modular reactor into one that is actually licensable and constructible. So the US company NuScale has spent over $1 billion at this point, and they are still far from having received the license to construct. Next slide, please. So just one word about what small modular reactors are. As the term suggests, there are two characteristics, the word small and the word modular. By definition, a small reactor is one that generates less than 300 megawatts of electric power. A medium scale reactor would be something that's between 300 and 700 megawatts. A small reactor need not be physically small. There are a very large number of small modular reactor designs. Some of them are quite small, some of them are quite large. In this particular graph that I have shown below on the left side, it shows the height of the reactor pressure vessel. And you see that it varies quite a lot between these different reactor designs. So these are not uniformly sized, and you should not assume that a small reactor will necessarily be physically also small. The other term that is involved in the definition of a small modular reactor
is that the construction of these reactors should be done in a modular fashion. The best example of what that might look like is actually in a video that there's a link to in this picture, below this picture. It shows somebody from the CEA showing a set of Lego blocks. And that's really the way you should be thinking about it. The idea is that you would make these Lego blocks like components in a factory, and all that would be done at the site where the reactor is being constructed would be that they would be put together fabricated into a reactor. Each of these modules that is being produced is supposedly a part of a finished plant, and the whole idea is that in the past, we've had huge cost overruns and delays because construction at the field site is often very hard to control. And so the assumption is that if you were to do all of this in a factory, you'd be able to control the cost and the quality and the time. Unfortunately, past experiences with factory construction, modular construction in factories, for example, in the case of the AP1000 reactor, do not suggest that this is actually going to be true. Next slide, please. If you look at small modular reactor projects around the world, there are a few of them that are being constructed or have been constructed. I'll just give 3 examples. These are pretty much all of these small modular reactors under construction. In Argentina, there's been a design called the CAREM 25, which started construction in 2014. Initially, they were talking about it being ready within 3 years, and that's not happened. It's the latest, there's no completion date as such. The latest update actually comes from a few months ago, 2 years ago, when they said 70% of the construction has been completed. Since then, there's been no significant update. The expected date for completion might at least be 2024, if not later, which means that it's at least a decade under construction. Another reactor comes from China. This is a high temperature gas-cooled reactor where construction started in 2012. It was supposed to start generating electricity by 2017. The first grid connection happened in December 2021, so it's about 4 years late. All reports are that the cost of electricity from this is too high, as a result of which China is not planning to build any more of exactly the same design. Russia built 2 reactors which are kept on a barge, the Academic Lomonosov. Construction of that started in 2007. It was supposed to start operations in 2010, but actually was commissioned only in May 2020. If you look at how it has operated since then, the load factors were only 29 and 16% for the 2 reactors. This is in part because this is a very remote location, so there are going to be difficulties in evacuating electricity from that. But it's important to remember this because a lot of small modular reactors are being promoted by saying they will go into developing countries or remote locations. In Canada, for example, where I live. The expectation is that the first ones might be built for off-grid mining or remote communities. And in all of those places, because they're not connected to the grid, you would expect to see relatively low load factors or operational efficiencies. Next slide, please. I'll talk a little bit about the most advanced reactor design, small modular reactor design that's being constructed or planned for construction in the United States. When the company was set up in 2008, they promised that this NuScale reactor would be producing electricity by 2015, 2016. Currently, there is talk about it being 2029 to 2030. So already a delay of over 15 years. In 2020, the reactor
received a kind of document from the Nuclear Regulatory Commission, which evaluated the safety, and the Advisory Committee on Reactor Safeguards that advises the Nuclear Regulatory Commission identified problems with the steam generator design, as well as something called boron dilution, which actually could compromise the safety of the NuScale reactor design. So it's likely that the design will have to be modified significantly to address these concerns, which might push back the potential dates when which it can be construction can start. If you look at the costs of this project, that has increased continuously. In 2014, one of the officials from NuScale told the US Senate that it would cost $3 billion for 600 megawatts. Since then, the design has been altered, and now there's a slightly larger reactor design. And for this, the current estimate is that it's going to be $5.32 billion for 462 megawatts. This is an estimate from 2021. Just as a point of comparison, if you look at the large AP1000 reactors that are being built in the state of Georgia, when construction of it started in 2014, the cost of that was 80% lower than the current estimated cost for a NuScale on a per kilowatt basis. And the cost of the Vogtle reactors have more than doubled since construction started. So one would expect to see similar increases in the case of the NuScale reactor as well, which would mean that it would produce very expensive electricity. Next slide, please. And there's a reason why you would expect that electricity from small modular reactors would be expensive, and that's because they lose out on what are called economies of scale. In other words, to build a reactor that generates twice or 5 times as much power does not require 5 times as much concrete or 5 times as many workers. And conversely, if you go to a smaller reactor, then the per unit costs go up. And nuclear power is already extremely expensive. And therefore, it's not clear that small modular reactors will ever be cost competitive. Further, because of a small scale, all of the problems associated with small modular reactors, with nuclear reactors, including the production of radioactive waste, spent fuel, as well as the potential for proliferation, all increase simply because smaller reactors are less efficient compared to large reactors in terms of how they handle neutrons. I'll end there. Thank you very much. And I'm sorry I had to give this talk in English rather than in French. Thanks very much, Ramana, for that contribution. And I'll immediately pass on to Thibaut. Thibaut, la parole est à toi. Merci, Michael. Le prochain slide, c'est directement au suivant. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on vit actuellement une période de changement climatique rapide causée par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Ce changement climatique a une influence discernable sur la température, sur les précipitations, sur les événements climatiques extrêmes et la capacité à perturber le fonctionnement de nombreux systèmes techniques et industriels, dont évidemment les installations nucléaires. Slide suivant. C'est une question, c'est l'impact du changement climatique sur la production et la sûreté nucléaire qui revient régulièrement dans les discussions, particulièrement en France avec la perspective de la construction de nouveaux réacteurs, et à juste titre, puisque l'évolution du climat peut perturber le fonctionnement d'une installation de plusieurs façons, de nombreuses façons, mais essentiellement de trois façons. D'abord, via la disponibilité des sources de refroidissement. Quand il fait plus chaud, quand il y a moins d'eau à cause de sécheresse, il devient plus difficile de refroidir le réacteur ou les turbines. Ensuite, via des dommages directs causés par des événements climatiques extrêmes, tempêtes, inondations, etc. Et une troisième voie, c'est indirectement, par exemple, via la prolifération d'éléments colmatants, comme on a pu le voir, par exemple, l'année dernière en Corée avec des méduses ou à Blaye en France au printemps dernier. Prochain slide. Sur le cas plus particulièrement de la France,
Le rapport contient une étude de cas détaillée qui s'appuie sur les données communiquées par EDF dans le cadre du règlement européen sur la transparence des marchés de l'énergie. À partir de ces informations, on a essayé de compiler en tout cas l'ensemble des indisponibilités causées par des phénomènes climatiques entre 2015 et 2020. Ces indisponibilités ont ensuite été croisées avec des données hydrologiques et météorologiques de façon à établir une base de données la plus complète et la plus détaillée possible et à donner une vision qui jusqu'à là n'existait pas vraiment, une vision exhaustive de l'impact actuel de la météo et du climat sur la disponibilité du parc nucléaire français. Slide suivant. Ce qui ressort de ces données, d'abord, c'est qu'on est face à un phénomène qui est fréquent. On n'est pas face à quelque chose d'exceptionnel, de rare, qui serait causé uniquement par les vagues de chaleur ou les sécheresses les plus extrêmes. On est face à quelque chose qui se produit de façon très régulière. Entre 2015 et 2020, on a recensé 360 épisodes d'une disponibilité totale ou partielle d'origine climatique. 2018 est l'année la plus défavorable avec pour cette année à peu près 120 indisponibilités, dont 24 arrêts complets. Mais même dans des années plus favorables comme 2016, il y a eu des exemples et il y en a tous les ans. Donc on est vraiment sur un phénomène fréquent et pas sur quelque chose d'exceptionnel. Prochain slide. Contrairement à l'image qui peut être donnée de ce sujet, par exemple par les médias, la cause la plus fréquente d'indisponibilité n'est pas le calcul, c'est la sécheresse. Et une conséquence de ça, c'est que l'essentiel des pertes de production ont lieu en début d'automne. Le mois majoritaire, c'est septembre, ce qui correspond à la période d'étiage, à la période des bases eaux sur la plupart des cours de France. Ça signifie aussi que ces indisponibilités, elles peuvent être longues. Les vagues de chaleur, en général, durent une semaine, 2 semaines, et se dissipent ensuite assez vite. Les périodes de faible débit peuvent durer plusieurs mois. Un exemple, en 2017, la production de la centrale de Saint-Alban a été perturbée pendant 3 mois, de fin août à début novembre. Donc, c'est des choses qui peuvent durer très longtemps. Prochain slide. Et je pense que c'est une des conclusions les plus importantes de ces données, c'est que pour certaines centrales comme Saint-Alban et Bugey, le fonctionnement peut être perturbé, y compris dans des périodes de débit et de température relativement normales ou proches de la normale. Ça veut dire que les marges de manœuvre sur les centrales existantes sont, ou au moins sur certaines centrales existantes, sont faibles. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on veut reproduire si on construit de nouveaux réacteurs qui auront à fonctionner dans des conditions de température, de pression, de débit qui sont aujourd'hui inconnues. Dans la perspective de la construction de nouveaux réacteurs, l'anticipation des conditions climatiques qu'ils vont rencontrer tout au long de leur durée de vie, c'est-à-dire jusqu'en 2100 probablement, voire même au-delà, est un vrai sujet et un vrai défi. Aujourd'hui, d'une manière générale, ce n'est pas propre au nucléaire. Je pense qu'il est plus possible d'investir dans de grandes infrastructures sans s'assurer qu'elles pourront fonctionner dans les conditions climatiques qu'elles auront rencontrées tout au long de leur durée de vie. Le nucléaire ne fait pas exception et il existe probablement des options d'adaptation pour les centrales nucléaires. Ceci dit, c'est un sujet, l'adaptation au changement climatique, qui est particulièrement sensible et particulièrement complexe dans l'industrie nucléaire, en raison de la durée de vie des projets et en raison évidemment des enjeux de sûreté qui peuvent en parler. Merci. Merci bien, Thibault. Et la parole est à Mathilde. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous présenter le chapitre Nuclear Power and Criminal Energy que vous pouvez retrouver dans le rapport, du coup. Alors, c'est la première fois que le rapport contient un chapitre spécifiquement dédié à la question de la criminalité dans l'industrie du nucléaire. C'est un sujet dont certains aspects, tels que le terrorisme nucléaire, ont suscité beaucoup d'intérêt, tandis que d'autres, tels que la corruption, ont fait l'objet de peu d'études. Pourtant, ce sont notamment des faits d'actualité relatifs à la corruption dans ce secteur qui nous ont poussé à écrire ce chapitre. Je parle donc de cas de pots de vin et de fraude qui se sont produits en Caroline du Sud, dans l'Illinois et l'Ohio, et qui sont passés devant les tribunaux l'année dernière. Alors, au-delà de ces faits d'actualité,
Il y a aussi cette mise en perspective, puisqu'on sait qu'il y a des faits de corruption notoires dans l'industrie nucléaire qui peuvent remonter jusqu'aux années 80, et c'est le cas de l'affaire transnucléaire. Et par ailleurs, la littérature a aussi fait état d'autres formes de crimes, notamment le trafic de matériaux radiologiques et nucléaires, le sabotage, le crime organisé. Donc, au travers de ce chapitre, on a cherché à répondre aux questions suivantes, c'est-à-dire quel type de crimes sévissent dans l'industrie nucléaire. Et en étudiant ces crimes, peut-on identifier des caractéristiques récurrentes? Next slide, s'il te plaît. Alors, dans un chapitre d'une dizaine de pages, il a fallu faire des choix. Donc, on s'est intéressé à des types de crimes bien spécifiques. Dans la première partie, on s'est intéressé spécifiquement aux pratiques frauduleuses, qui inclut donc spécifiquement dans un premier temps les cas de pots de vin et dans un second temps les falsifications de documents et les contrefaçons. Donc dans une autre partie, une deuxième partie, on s'est intéressé au sabotage, à l'accès non autorisé au sein de zones de protection renforcée et ensuite au crime organisé. Alors, la méthodologie qu'on a utilisée est plutôt simple. C'est la même que celle qui a été utilisée par Richard Hunter, qui est le seul chercheur ayant écrit, en tout cas à notre connaissance, un article sur la corruption dans le secteur du nucléaire civil à l'échelle mondiale. On a inclus une majorité de cas qui ont été traduits en justice, donc qui ont fait l'objet de condamnation, et un plus petit nombre de cas pour lesquels on estime qu'il y avait assez d'éléments de preuve prima facie, notamment grâce à des enquêtes internes ou externes. Slide suivant, s'il te plaît. Alors du coup, pour la première partie sur les pratiques frauduleuses, on s'est focalisé sur le top 8 des parcs nucléaires en capacité en service entre 2010 et 2020. Donc soit ces affaires ont eu lieu pendant cette période, soit ont été révélées pendant cette période, soit elles ont été portées devant un tribunal, soit un verdict a été prononcé pendant cette période. Elles ont pu se produire donc, dans ces pays du top 8, ou alors dans d'autres pays tant qu'elles ont impliqué des acteurs de l'industrie du nucléaire venant de ces 8 pays. Parmi les cas que nous avons répertoriés, on a sélectionné ceux qui avaient des points en commun ou qui soulignaient des problèmes récurrents. Pour la deuxième partie, du coup, portant sur le sabotage, l'accès non autorisé et le crime organisé, on a voulu faire une étude de cas donc spécifique portant sur le Japon, la Russie et les États-Unis, et on a seulement inclus des cas qui se sont produits dans des centrales nucléaires et qui ont impliqué la présence d'un insider. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, à titre d'exemple, voici des bribes d'analyse provenant de sections dans lesquelles on a inclus des cas impliquant des acteurs français. Donc, la première porte sur les affaires de pots de vin impliquant les agents de la fonction publique. Donc, dans cette section dont on vous présente un échantillon, on a traité en tout 6 cas qui ont impliqué 5 industries du nucléaire du top 8. Donc, hormis 2 cas japonais qui impliquaient TEPCO et des agents de la fonction publique japonais, la majorité des cas que nous avons traités impliquent aussi ou ont eu lieu dans des pays autres que ceux du top 8. Donc, c'est-à-dire que ce sont des cas en fait internationaux. Et cette sélection, elle reflète vraiment une tendance. On se rend compte que les pots de vin sont souvent motivés et justifiés par la nécessité pour les acteurs de l'industrie nucléaire, donc du top 8, d'adopter des pratiques de business des pays dans lesquels ils cherchent à s'implanter. Donc, ces cas de pots de vin qui se produisent sont souvent dans des pays où la corruption pose déjà problème. C'est illustré avec les cas de Skoda en Ukraine, de SNC-Lavalin en Libye et possiblement pour le cas de Areva en République centrafricaine, en Namibie et en Afrique du Sud, selon des études indépendantes, bien qu'aucune décision de justice ne permette de confirmer cela. De manière générale, on se rend compte que dans la plupart de ces cas internationaux, les agents publics ne sont pas la cible finale à convaincre, mais plus des facilitateurs dans le cadre de négociations. Alors du coup, pour la deuxième partie sur la collusion frauduleuse, on s'est intéressé à 2 cas impliquant 2 pays du top 8, la France et la Corée du Sud. Alors, les points intéressants qu'on a observés sont les facteurs pouvant contraindre ou encourager les acteurs à avoir recours à la fraude.
notamment le facteur de la paucité d'options de partenaires dans l'industrie. Donc le scandale qui a eu lieu en Corée du Sud, qui est décrit sur ce slide, est vraiment l'illustration parfaite de cela, puisque Capco s'est retrouvé contraint par des mesures du gouvernement sud-coréen de choisir un fournisseur de câbles sud-coréen. Or, il n'en existait pas qui fabriquait des câbles pour les installations nucléaires spécifiquement, et Capco s'est retrouvé à travailler finalement avec un partenaire qu'on pourrait qualifier d'incompétent dans ce champ-là. Et dans ce contexte-là, on note un deuxième point intéressant qui est mis en lumière avec ce cas-là, c'est les défaillances au niveau des mécanismes de gouvernance qui ont permis en fait cette collusion frauduleuse à grande échelle impliquant à la fois Capco et plusieurs de ses partenaires de se réaliser. Pour le scandale de Creusot-Forges, pour être brève, je dirais que le point le plus intéressant que nous avons souligné, ce sont plutôt des défaillances dans les mécanismes de régulation. On sait que les premières falsifications à Creusot-Forges remontent aux années 60 et qu'en 2016, ça faisait déjà plus de 10 ans que Areva, EDF et l'ASN avaient connaissance de dysfonctionnement à Creusot-Forges. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, pour terminer, je vais conclure sur les limites de notre étude. Premièrement, évidemment, le champ de l'étude. Le chapitre ne contient qu'une liste non exhaustive des cas que nous avons essayé de répertorier, alors dans un premier temps de manière systématique. Il y a évidemment les limites spatio-temporelles que nous nous étions fixées. Et d'autre part, il y a plein de sujets importants que nous n'avons pas traités, tels que le terrorisme nucléaire, les attaques cyber. Il y a aussi effectivement les crimes ayant eu lieu dans d'autres installations que les centrales nucléaires. Troisièmement, on a évidemment été limité par le problème de l'accès aux données. En criminologie, c'est un peu le nerf de la guerre. On a observé que c'était particulièrement difficile d'obtenir des données fiables sur les articles contrefaits et frauduleux et sur le trafic. Alors, au-delà de la fiabilité, il y a aussi l'accès des informations tout court. À titre d'exemple, même si ce n'est pas un cas dont on a vraiment parlé dans le chapitre, peu d'informations ont été communiquées publiquement depuis 2014 sur le sabotage d'un réacteur ADOL en Belgique. Donc, enfin, encore une fois, comme c'est un petit chapitre, il ne vise pas à établir si les crimes détaillés peuvent être catégorisés comme étant le reflet de problèmes systémiques à l'échelle mondiale dans l'industrie, même si certaines similarités entre certains cas, notamment des défaillances récurrentes, laissent penser qu'il y aurait des problèmes communs à régler. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Mathilde. And I'll give the floor to Anthony Froggatt. Yes, good evening. Thank you very much indeed for the offer to present you today. Yes, and apologies, I'll be speaking in English, but hopefully it will be clear and we can have clarifications if not. So next slide, please. So in terms of within the nuclear status report for, I think very nearly since the beginning, but definitely over the last decade or so, we've been doing a comparison of nuclear versus renewables. And it's very important that we do this because we are very concerned about decarbonisation and climate change. And we are seeing all too clearly the impacts of climate change. And there's all too certain is the future consequences unless we significantly and rapidly reduce greenhouse gas emissions. In the next few months, we will see the latest parts of the International Panel on Climate Change that AR6 reports, and I'm no doubt that they will be demonstrating the need for really accelerated mitigation and the consequences of not doing so. So the next few slides where we're looking at nuclear versus renewables, it is with that in mind. And as we can see here in the first slide, this is comparing the global investment decisions in new renewables and nuclear power. And the language of that is precise because it's difficult to compare the investment profiles of nuclear and renewables. So what we've taken here is the time in which the decisions were taken. So in 2020, it's those reactors that decisions have been taken to start new construction, and the construction has started. And so that is the investment costs. And obviously, clearly what we see here
is the extent to which nuclear over the last 15 years has bumped along at below $50 billion per year, whereas renewable energy has significantly increased and is now around an order of magnitude larger on annual investment on the global between the total investment in renewables, and this is non-hydro renewables, and nuclear power. And if we look slightly further forward, and we don't do this in this report, but you can see recent publications from the International Energy Agency. They are anticipating a really significant shift, increase in renewable energy investment in 2021 and 2022. So this gap we will anticipate will increase. Next slide, please. And what this shows us, because obviously we're not just interested in investment, we are interested in the total amount of electricity that is produced, is the way in which, and this is over the last 10 years, there has been a huge increase in renewable electricity. And here we have, again, solar, wind, and other renewables, that's non-hydro renewables, which are really producing a vast amount of carbon-free electricity. Those trends, given the past investment, is expected to continue in the days and years ahead. Next slide, please. What we saw is an increase in overall investment in different technologies, or renewables versus nuclear in the first slide. But that only tells half the picture, because even though the costs of investment have been static over the last couple of years, the actual amount of new technology that is on the grid is increasing. And this is because of the falling costs of those different technologies. And this is taken from Lazard's. This is an annual estimate based on the United States, and it's on the levelized cost of electricity. So it isn't the whole system cost, it's just the different individual costs from the different sites. And you can see in particular how solar PV has fallen by 90% over the last 10 years. And we compare that with nuclear in the United States, which has increased. And so these historic crossovers have occurred whereby in 2009, we saw nuclear being a cheaper technology than solar and wind, to one that is being, yes, really now significantly more expensive. And if we go to the next slide, please, we will look at what again, this is the International Energy Agency, are looking forward to what the different costs of electricity sources will be. And it is really quite remarkable. Solar will continue, according to their estimates, will continue to fall in price, so that by 2030, a further 39% reduction in production costs, and by 2050, a total of 58% fall. So they are anticipating that by mid-century, solar will be about $19 a megawatt hour of electricity on average. And many people have indicated over time the extent to which the IEA have underestimated some of these falls in costs. And we are seeing very low costs, not quite at that level, but not far off it currently, so never mind 30 years from now. But then if you look at what that means in terms of nuclear will be, according to their estimates, only a 7% fall over the same time period. So sort of 4 times more expensive than solar. And so that is the context that we are now seeing the discussion about how do we decarbonize the electricity system. Next slide, please. And so now I just want to give a couple of examples of some of what we're seeing in terms of renewable deployment in individual countries. China, as we've seen, has been a major deployer of nuclear power, if not the major deployer of nuclear power on the global level. And subsequently, we see this significant increase in electricity coming from nuclear power. But over a shorter time scale, we have seen an even more rapid deployment and production of electricity coming from renewables. So wind power
is still producing more electricity than nuclear. And then as we see the big boom in solar over the last couple of years, and other non-hydro renewables, in particular biomass. And again, this trend is set to continue in 2021. Over 50 gigawatts of solar and over 50 gigawatts of wind have been deployed. So this widening of the gap between solar and renewables and nuclear will continue. Next slide, please. And then looking at the EU 27, very unfortunate there's not EU 28, speaking from a personal perspective, but that's where we are. But what we've seen here over time is, again, very rapid deployment of renewables. In this case, we're including hydro within the analysis. And we can see that, that there was a crossover before 2020 where nuclear was outproduced by the non-hydro renewables. And interestingly, in 2020, if you include hydro within that, we saw more electricity coming from renewables than even fossil fuels. And again, this is a story that we would expect to continue. The EU has very specific targets for the deployment of renewable energy. And if you can go to the next slide, please. We can see what that has meant. So this is the 2020 target, which was put forward in 2009, finally adopted, in which they said that by 2020, it was anticipated that the EU would be having 20% of its energy, not electricity, energy from renewables. And we see that overall, that target has been exceeded. And so by the end of last year, around 22% on average over the EU. And in green, we can see all of those countries that have exceeded the target, and those in red on the left-hand side are those that have failed to achieve their target. And obviously, we can see France in particular has been very unsuccessful. So it was around 4% below what was anticipated over a decade earlier in terms of the deployment of renewables. And as I'm sure you're all aware, these are not static targets. They have now been put in place, targets for 2030, and even more ambitious carbon abatement targets. So the rate at which renewables will be deployed within the EU will accelerate over the coming decade. And then the final slide will just be looking at India and the deployment rates there as a country that has very rapid increasing in energy demand, electricity demand. And we see that, again, a similar story to China in terms of a decade ago, we're seeing quite similar levels of installed capacity, quite similar levels of electricity production. There is just much more deployment of renewable energies than nuclear power. And these trends will continue as the price differential, as I've showed earlier, continues to increase. So it's not just in the EU, it's not just in China, it's in India that we're seeing these huge swings towards the use of renewable energy. So thank you very much indeed. Thank you very much, Anthony. Je ne vais pas lire ce slide, je vous rassure, mais je tiens peut-être seulement à faire un commentaire général. C'est que cela fait maintenant près de 40 ans que je travaille sur ces questions-là et je suis très inquiet de la situation actuelle par rapport à cette espèce de fossé incroyable qu'on voit aujourd'hui par rapport à la perception de ce secteur nucléaire en particulier, mais dans son contexte énergétique et la réalité industrielle. Il y a beaucoup de journalistes parmi vous, mais je me demande, quand vous regardez vos propres médias, est-ce que vous avez l'impression que c'est
ça, c'est la perception qui est véhiculée, que c'est une industrie qui, en fait, a d'énormes problèmes, pas seulement en France, mais qui, sur le plan international, on peut aujourd'hui poser la question si c'est en fait une situation où le pic nucléaire, c'est-à-dire le pic du temps du nucléaire est déjà dépassé. Et en fait, on a partout cette espèce de perception et l'utilisation du terme même par le président de la République d'une renaissance qui par contre ne se traduit absolument pas sur le terrain. On parle de renaissance depuis au moins 20 ans. En fait, même plus que ça, il y a des cas, même dans les années 80, on parlait déjà de renaissance. Mais je n'ai jamais perçu un tel fossé. Je pense que c'est un vrai problème parce que le reality check est très important pour prendre des décisions politiques et industrielles qui sont les plus aptes à faire face aux défis de notre temps et en particulier l'urgence climatique. Je vous remercie et puis je rends l'antenne. Merci Michael, merci à tous. And thank you Ramona and thank you Anthony for joining this and for listening to presentations in French. Et maintenant, je vais passer la parole à Valérie Arnold, pour quelques mots de commentaires et de discussion, pas seulement sur les présentations, mais aussi sur le rapport. Voilà. Merci beaucoup et merci à Michael et à toute l'équipe pour cette présentation du World Nuclear Industry Status Report et pour ce travail remarquable. Donc, et merci aussi de m'avoir proposé de lancer la discussion. Cela m'a donné l'occasion donc de lire le rapport vraiment en détail. Et donc, juste du point de vue de la recherche, je me permets de dire que le rapport, c'est vraiment un rapport qui annuellement fait référence en fait pour la recherche sur le nucléaire en France et aussi à l'international et depuis de nombreuses années. Donc, et ce n'est pas pour rien, mais parce que je trouve cette édition à la fois, comme d'habitude, extrêmement rigoureuse et convaincante, et aussi les accents thématiques particulièrement pertinents pour en fait réfléchir aux enjeux qui sont liés au choix d'action publique qui s'ouvrent là actuellement pour les politiques énergétiques en contexte de crise climatique. Donc, on sent bien quand on est dans un moment décisif et un peu à la recherche, je pense, de clés de lecture qui peuvent aider à comprendre, à structurer un débat peut-être plus informé sur les choix liés à l'avenir de l'énergie nucléaire. Et je pense que nous en avons vraiment cruellement besoin en France. Et donc, pour lancer la discussion, je voudrais revenir d'abord sur quelques points qui me semblent être des points vraiment forts du rapport, que je trouve particulièrement importants à mettre en avant. Et ensuite, je vais poursuivre par quelques questions d'ouverture qui portent un peu plus aussi sur les chapitres que vous avez présentés ici en détail. Donc, le premier point qui me semble important à mettre en avant, qui n'est pas spécifique à cette édition du rapport, mais plus générique sur la démarche globale en fait, du rapport du World Nuclear Industry Status Report, renvoie en fait à votre capacité à construire des comparaisons sur la base à la fois de données documentées, mais qui ne tombent pas dans le piège de reprendre uniquement les catégories officielles, institutionnelles, qui sont parfois utilisées pour les comparaisons ou pour décrire l'état de la filière nucléaire, justement. Et c'est très important, on voit très bien la plus-value du fait de mobiliser des sources d'informations hétérogènes, institutionnelles, non institutionnelles, aussi des sources indépendantes en fait, pour à chaque fois qu'on parle de l'état de la filière nucléaire, de faire réémerger les controverses qui existent aussi pour les catégories mêmes qui sont utilisées pour décrire l'état de la filière. Donc, c'est en fait aussi, ça renvoie, on peut mettre ça en lien avec des résultats de la recherche en sciences sociales qui ont montré régulièrement le caractère stratégique de l'investissement dans certains types de catégories et leur caractère intrinsèquement normatif, voire parfois euphémisant. Donc, ce qui rend vraiment nécessaire à chaque fois un usage prudent et une discussion critique de ces catégories-là. Et donc, je trouve que le rapport fait ça particulièrement bien. Donc, on peut prendre quelques exemples. Donc, l'un des exemples renvoie aux catégories de l'AIEA sur le statut des réacteurs nucléaires, qui tendent à surestimer systématiquement le nombre de réacteurs en exploitation par rapport à ceux qui sont arrêtés temporairement ou durablement, par exemple.
On peut mentionner aussi, dans cette édition, j'ai trouvé particulièrement intéressante aussi la catégorie justement des Small Modular Reactors, qui, à certains égards, est aussi une catégorie, un branding qui marque une rupture avec d'autres types de technologies précédentes, finalement comme une sorte de promesse qui repose sur l'idée que la conception tend à évoluer vers des réacteurs plus petits, moins dangereux, potentiellement plus faciles à mettre en place. Et finalement, ce que montre le rapport, c'est que ça pose question. Ça pose question en termes de nouveauté versus continuité en fait par rapport à des technologies précédentes. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Et puis enfin, dernier exemple sur cette question des mots qu'on peut utiliser pour parler de l'état de la filière nucléaire. On voit aux catégories que le rapport propose sur la question du chapitre sur la résilience climatique, où justement vous mettez le doigt en fait sur des catégories qui nous manquent pour décrire des situations, comme dans le cas justement, l'une des catégories qui manque, c'est l'arrêt pour des raisons climatiques ou météorologiques. Et on voit bien que, alors même que voilà, dans le secteur nucléaire, il y a beaucoup de critères, de catégories codifiées, formalisées sur quel type d'arrêt. Là, on voit qu'il y a clairement une catégorie qui manque. Et quand vous mettez en face les différents types d'informations et les éléments ensemble, on voit que c'est un phénomène tout à fait majeur qu'on voit donc grâce à ce chapitre-là et que je trouve vraiment très important. Une deuxième série de remarques sur des points que je trouve particulièrement importants dans cette édition du rapport renvoie à des éléments que vous n'avez pas eu le temps de présenter ici. Donc, je me permets de rappeler le fait que ce sont des éléments aussi dans le rapport et qui renvoient donc aux enjeux post-catastrophe nucléaire de Tchernobyl et de Fukushima. Donc, il y a aussi des chapitres dans le rapport qui portent sur ces questions-là. Y compris sur les questions des effets des accidents nucléaires sur la santé des populations. Et c'est un point que je voudrais souligner ici parce que c'est un enjeu qui est rarement discuté en France dans le débat public et parfois d'une manière qui invisibilise en fait ces enjeux-là. Donc, ça se joue par exemple autour de la production des chiffres sur les effets sanitaires et sur le nombre de victimes. Et c'est particulièrement important en 2021 parce qu'il s'agissait donc de l'année des 10 ans de Fukushima, ce qui a donné lieu en France à une série d'articles publiés dans la presse, dans les médias, et par rapport auxquels j'ai été assez contrariée de constater que de nombreux articles dans les médias reprenaient en fait des chiffres du type 100 morts, 100 cancers à Fukushima. Certains articles qui prenaient ces chiffres-là à leur compte sans prise de recul. Et donc, il me semble important de rappeler ici que ce sont des discours qui sont très, très contestés et qui ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Et le rapport me semble être aussi une des sources possibles pour ces questions-là. Donc, en témoignant, par exemple, ici, dans cette édition-là, des différents programmes de surveillance des effets sanitaires à Fukushima qui trouvent évidemment des incidences de cancer très élevées dans les régions concernées. Et en même temps, le rapport pointe aussi les limites de ces programmes et de ce qu'ils sont capables de voir. Donc, ce qui pose aussi la question justement des types de données produites sur ce genre de phénomène. Et peut-être aussi une question que je me suis posée à la lecture, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut imaginer aussi la prise en compte de données de type initiative citoyenne sur la production de données sur ces questions-là, même si évidemment déjà dans la version actuelle du rapport, on a une très bonne idée des enjeux. Voilà, donc ensuite, pour lancer la discussion, je vais passer à une série de questions un peu plus d'ouverture qui vont être évidemment des questions qui concernent avant tout aussi le cas français pour bénéficier de cette opportunité pour le remettre dans un contexte international et comparatif grâce justement à cette possibilité-là qu'offre le rapport. Et donc, le premier point ici, ma première série de questions concerne le rapport entre le développement de l'énergie nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Et du coup, je vais passer en anglais parce que c'est du coup des questions qui concernent plutôt la présentation de Anthony. So, I have one series of questions on the relations between nuclear energy and renewable energy development. So, I'm going to ask them
in English because they concern also you, Anthony. And so I was really interested in what the report showed on this point, because of course, in France especially, there is an important narrative on nuclear energy as a possible solution to climate change. And we clearly see in this chapter how this narrative is fragilized by this very important development of renewable forms of energy production and the reduction of their cost. So what I'm really interested in is to maybe better understand the relation of competition that exists between nuclear energy and renewable forms of energy production in many countries, including in France, where we see how renewables have shown to have significant advantages in terms of cost, speed of implementation, adaptation to climate and weather transformations. And in France, in spite of the recent presidential announces, there is this relation of competition, and we can see how the strong focus on nuclear energy to some extent slows down the investment in renewable energy. So this was also something that we maybe can see in the graph that you showed regarding France compared to other European countries. And so I was wondering how you can maybe, if you can tell us something more about whether this is a French specificity that we see, or do we see also in other countries where there is a strong share of nuclear energy and a strong continuity in the development of nuclear energy in the national energy mix, that this tends to discourage more important investment in renewable energies elsewhere? So yeah, this would be my question on this chapter. And so I'm going to go back to French now. Thank you very much. Donc, une deuxième série de questions pour moi renvoie au chapitre sur le lien entre secteur nucléaire et énergie criminelle. Donc, c'est la première fois que vous avez rajouté ce chapitre. Et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Non seulement parce qu'il met en lien des cas à la fois très hétérogènes, mais on voit qu'on peut les classer dans des catégories communes. Et aussi parce que ce chapitre, je trouve, propose des pistes d'explication pour montrer un peu les logiques communes entre les différents cas. Donc, c'est un petit peu aussi ce que vous avez dit à la fin sur la question, est-ce que c'est un problème systémique ou pas? Effectivement, mes questions allaient un petit peu dans ce sens-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, on peut assez facilement analyser les cas que vous décrivez en lien en fait avec les caractéristiques un peu plus sociologiques ou sociomatérielles de ce qu'on a décrit du fonctionnement du secteur nucléaire. Donc, on peut les mettre en lien avec la vulnérabilité de la technologie et de son mode d'exploitation à certains types d'intrusions, comme les actes malveillants. On peut aussi les mettre en lien avec les vulnérabilités plus de type mode d'organisation et de financement de la filière, qui à certains, comme l'importance des subventions publiques, la convergence entre certains enjeux politiques et industriels dans un contexte très tendu du développement du secteur nucléaire, et aussi avec le fait que malgré toute tentative de rendre le secteur nucléaire entre guillemets transparent, on peut constater qu'il y a toujours une forme de discrétion et une forte technicité des activités qui peuvent créer un certain entre-soi, qui peut faciliter des infractions de type falsification de documents et autres, parce que le contrôle et les contre-pouvoirs restent... on peut faire l'hypothèse que le contrôle et les contre-pouvoirs là-dessus restent malgré tout limités. Et donc voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir votre point de vue là-dessus. En fait, est-ce que le terme énergie criminelle, du coup, finalement, reflète bien ces enjeux-là, ou est-ce qu'on peut aussi les penser plus en termes d'une sorte de vulnérabilité qui est liée au mode de régulation, de gouvernement, d'exploitation ordinaire en fait, des activités nucléaires, qui, dans le même temps, rend difficile le fait de contrer ce type d'activité illicite. Donc voilà, c'est aussi, encore une fois, un peu du point de vue des sciences sociales sur ces questions-là. Et puis, enfin, une dernière question que j'avais en tête en lisant le rapport, renvoie un petit peu à la vision d'ensemble qui se dégage du rapport. Donc là-dessus, c'est toi, Michael, qui a déjà un petit peu répondu en fait, à cette question-là à la fin avec ton dernier slide. Parce que si on essaye de tenir ensemble un peu les différents éléments que vous mettez en avant, que ce soit la concurrence entre énergie nucléaire et renouvelable, l'accumulation de signaux inquiétants sur le rôle des activités illicites, les arrêts fréquents en France pour des raisons de questions climatiques et de raisons de sûreté, etc. On voit bien
en fait, en lisant le rapport, à quel point le secteur semble être dans une situation de tension très, très forte et qui le rend de plus en plus difficile d'articuler des justifications publiques convaincantes en fait, pour son existence. Donc, on voit bien que les différents récits sur les coûts, sur le changement climatique, etc., se voient quand même fortement fragilisés. Et pourtant, on voit aussi, notamment en France, ce maintien, cette continuité dans les investissements annoncés, en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais annoncés dans cette technologie. Donc, ma question était un petit peu sur la vision d'ensemble. Ça, c'est ma lecture. Et ensuite, peut-être en dernier élément, ce qui est revenu en France aussi à l'agenda public récemment, donc c'est le lien entre énergie nucléaire civile et militaire. Et donc là-dessus, ça va sans doute au-delà du scope de votre rapport. Donc, je ne sais pas du tout si c'est pertinent. Mais si jamais, moi, je serais curieuse de voir, en fait, si vous avez des éléments, des points de vue sur ce lien-là, sur la base de ce que vous avez vu dans le cadre du rapport, et notamment pour comprendre, en fait, ce qui se passe en France. Et donc, je m'arrête là-dessus. J'espère que je n'étais pas trop longue. Merci beaucoup, encore une fois, pour le rapport, pour ce travail et de m'avoir donné l'occasion de le discuter. Merci Valérie. À ce stade-là, je vais d'abord remercier ceux qui nous regarderont quand cette vidéo sera posée sur YouTube, puisque je vais arrêter d'enregistrer à ce moment-là. Et je vais aussi inviter ceux d'entre vous qui restent avec nous à lever la main comme monsieur a fait. Et je vais littéralement prendre la liste de questions et vous demander de poser vos questions les uns après les autres. Merci à tous et merci Valérie.